L'architecture est éminemment politique. Tu as un ressenti que tu n'inventes pas, quoi, en Mhm. fait. Je suis exclusivement avec des hommes. La crise climatique a un vrai impact sur l'architecture. La gestion du caca sur chantier. On est à 3,1 millions de logements vacants. Salut les Fabricolos, on se retrouve pour un nouvel épisode. Ce soir, j'ai invité Louise à prendre l'apéro réno. Elle est architecte et ça promet d'être constructif. Salut Louise! Salut! Je te propose de commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu Je es. suis Louise, voilà, je suis architecte. Je travaille à Grenoble. Je suis à mon compte depuis 2 ans et demi maintenant. J'ai monté 2 boîtes avec mon conjoint qui lui est designer menuisier. On a 2 sociétés différentes où lui il a travaillé pendant plusieurs années en tant que designer et il s'est formé ensuite chez les Compagnons du Devoir en tant que menuisier. On avait une vraie volonté d'avoir une notion de conception-réalisation ou en tout cas de réalité à la matière. C'est pour ça qu'on a monté ce modèle-là de 2 sociétés où on a l'architecture d'un côté et le design et la menuiserie de l'autre. Ça nous permet de répondre à tout un panel de clients différents, d'avoir des clients communs, d'autres pas, et puis de travailler ensemble. Ouais, Voilà. ouais, l'entrepreneuriat en couple, tout un sujet aussi. Ouais. Si on a le temps, on en reviendra. Mais c'est vrai que le mot architecte, c'est un terme qu'on entend beaucoup. Les architectes sont hyper présents dans le bâtiment, mais c'est aussi très large. Concrètement, c'est quoi ton métier? C'est quoi le quotidien aussi d'un architecte? Alors, architecte, c'est ultra défini dans la loi de 1977 sur l'architecture. Seules les personnes qui sont inscrites à un ordre, au tableau des architectes, a le droit de s'appeler architecte. Ok. Il faut avoir fait une école nationale d'architecture pour pouvoir s'inscrire au tableau. Donc c'est quand même très, très cadré. Après, il y a une multitude de façons d'exercer le métier d'architecte. On va avoir, ce que je fais moi, c'est architecte HMO-NP. Donc architecte HMO-NP, ça veut dire habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Ok. C'est ce qui remplace des PLG. Donc les gens connaissent beaucoup plus architecte des PLG. Il y a eu une réforme qui date quand même d'il y a 15 ans pour appeler les architectes HMO-NP. Ok. PLG, ça veut dire. Des PLG, c'était diplômé DPLG. par le gouvernement. Ah oui, ok. Et ça veut surtout dire qu'on peut signer ses permis de construire en son nom. Ok. Parce que, donc en fait, le diplôme d'architecture, ça se passe en 2 temps. On a les 5 années qui sont licence et master, Ouais. où on obtient un diplôme, où on est architecte DE, diplômé d'État. Et on peut ou pas faire une 6e année qu'on appelle donc la HMO, l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, où en fait c'est une sorte d'alternance sur 1 an pour pouvoir s'installer à son compte. Ok. Et à la fin de cette année-là, on passe un mémoire, on soutient, et puis pour rentrer, s'inscrire au tableau, et on prête serment, voilà, comme une profession réglementée. Donc toi, tu as fait tes études à Grenoble, ton école à Grenoble, tu as fait la 6e année à Grenoble du coup, aussi. à Grenoble. Oui. Et maintenant, tu t'es lancé. Et est-ce que tu as des exemples un peu de projets, de chantiers justement dans ta spécificité du coup? Ouais, alors depuis que je suis à mon compte, j'ai 2 axes principaux. C'est la rénovation-réhabilitation, Ok. l'intervention sur l'existant, on va dire, parce qu'il y a plein de manières d'en parler, et la mobilité. Plutôt pour vous parler de mon intervention sur les bâtiments existants, ça va être par exemple localement des granges dans le Vercors, dans le Trièves, où on va avoir besoin d'un changement de destination par exemple, Ok. où c'est encore inscrit comme une ferme et donc il va falloir l'inscrire dans l'habitat. Donc ça demande un permis de construire. Et puis il y a tout l'aménagement qui va faire que la grange, qui est juste un séchoir, souvent séchoir à foin ou à noix, deviennent une habitation. Donc il faut apporter les réseaux, il faut faire des ouvertures. Ah oui, tu gères l'avant et tu gères le chantier, donc la préparation pour rendre le bâtiment, en tout cas changer sa fonction première d'une certaine manière, et ensuite de le rénover ou de le réhabiliter pour ton client, quoi. C'est ça. Et donc tu as 2 casquettes, entrepreneur finalement, puisque tu gères une entreprise. Et tous les architectes sont entrepreneurs, non? On peut être dans un cabinet d'architecture? Oui, complètement. En fait, on peut s'arrêter à la 5e année, s'arrêter à architecte diplômé d'État et travailler dans une agence d'architecture Ok. sans jamais passer la 6e année.
Et du coup, être salarié, mais tu peux être salarié en étant chef de projet et quand même atteindre déjà une forme d'indépendance dans ton métier. Ok. Mais tu pourras jamais signer en ton nom. Ok. Oui, si tu peux pas signer en ton nom, tu peux pas être à ton compte finalement. C'est ça, ouais. Donc, il n'y a que quand tu es architecte inscrit à l'ordre que tu es entrepreneur. Je mets des guillemets entrepreneur parce qu'en fait, la profession réglementée, donc profession réglementée, c'est comme avocat, notaire, médecin. Mhm. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire de la publicité. Ouais. Le fait d'interdire la publicité, pour un entrepreneur, ça limite, ouais. ça change un modèle quand même. Ouais, c'est clair. Donc, par contre, effectivement, en termes de gestion d'entreprise, bah oui, t'as tout ce qui va avec, quoi. Donc, la comptabilité, l'administratif, le juridique, et tout ça, c'est des volets que tu découvres après sur le coup. terrain, ouais. Ouais. Tu disais tout à l'heure la loi de 1977, c'est une loi qui dit qu'en gros, à partir d'un certain nombre de mètres carrés, tu es obligé de faire intervenir un architecte, c'est ça? Entre autres, ouais, elle Ouais. dit ça. Oui, Donc, à l'époque, quand la loi est votée, c'est 170 mètres carrés de chaume. Donc, aujourd'hui, c'est 150 mètres carrés de surface habitable. ok. Donc, en fait, ça induit des mètres carrés. Et aujourd'hui, on vient questionner le fait que l'architecture ne soit pas seulement l'acte de produire des mètres carrés, mais aussi de maintenir l'existant et le patrimoine existant. Oui, bien sûr. Quand tu dis on est en train, c'est qu'il y a un mouvement qui se met en place, c'est ça, pour essayer de modifier cette loi qui est poussiéreuse C'est ça, quand même. de le concrétiser. En fait, il y a le syndicat des architectes et l'ordre des architectes qui a porté un texte au Sénat pour intégrer la réhabilitation dans la loi de 1977 sur l'architecture et qui permettent vraiment de sensibiliser au patrimoine existant et alors quelque part d'imposer donc la notion d'obligation en fait dans la loi sur l'architecture un architecte quand on touche à un bâti existant. Ok, c'est intéressant, bah, on pourra le partager effectivement, ce texte qui est porté au Sénat. Il y a une pétition, il y a quelque chose, enfin, il y a quelque chose Ouais, qui il y a une ok. pétition donc, qui a été Diffusée, concrétisée, ouais. diffusée par tout un tas d'acteurs assez importants de l'architecture. Ok. Si vous partagez la vidéo, tous les visages sont vraiment connus dans le milieu des architectes. Ok. Il y a une forme d'engagement en fait là-dedans, un Ouais, peu carrément. un peu de militantisme sur le fait que la rénovation, la réhabilitation, c'est un acte fort quoi, Bah oui, dans la carrément, ouais, construction. c'est clair. C'est vrai qu'on a. J'étais à la banque hier et avec mon banquier et il me parlait de l'immobilier et c'est marrant parce qu'il me disait oui on a plein de programmes et tout si vous voulez acheter un truc machin, il me sortait de ses dépliants il me dit par contre bon c'est que dans du neuf etc. Je dis ah non mais moi je veux de l'ancien, je le réhabite. Il me dit ah non mais on n'a pas grand chose là-dessus etc. Et on sent que le neuf c'est partout quoi. Enfin ça fait fonctionner l'économie et c'est vrai que l'ancien est mis en retrait. Et en tout cas, là, sur le moment, je me suis dit, ok, il y a un vrai mouvement à faire bouger, quoi, parce qu'eux, ils poussent, quoi. Économiquement, on dirait que c'est plus intéressant. Enfin, en tout cas, je sais pas si c'est politique ou pas, mais... Ouais, l'architecture est éminemment politique. Alors, je sais pas l'intérêt que ton banquier a à dire ça au moment où il te raconte cette histoire, mais le neuf aujourd'hui, c'est assez catastrophique. Hein. Il y a très peu de neuf qui sort en ce moment. Ok. Il y a beaucoup de promoteurs qui ont fait faillite, beaucoup de boîtes qui sont liquidées. Oui, entre 2024 et 2025, on annonce 250 000 pertes d'emplois dans le bâtiment. Ouais. Et c'est sans compter tous les petits indépendants et puis les gens qui ne sont pas déclarés, parce que dans le bâtiment, c'est aussi énorme, ça. Donc, non, il y a quand même des vraies difficultés en ce moment. Ça, c'est dû, dans un premier temps, au Covid, qui a fait des grosses pénuries un peu partout. Après, à ça, c'est rajouté le fait que les banques ont pu délivrer de crédit aux gens. Donc, les gens n'ont plus acheter. Et puis après, il y avait les taux qui étaient très très hauts, quoi. Ouais. Donc, ça a mis un grand stop.
Et bah, l'impact, il y a enfin, il y a une chaîne Filière. derrière Ouais. qui s'écroule en fait. Ok, ouais. Et ça, c'est propre au neuf. Et du coup, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt que tous ceux qui faisaient du neuf Mm. se rapatrient dans la rénovation, sauf que travailler dans la rénovation, ça n'a rien à voir avec le neuf. Et effectivement, le neuf, c'est beaucoup plus rentable parce que tu as beaucoup moins d'aléas. C'est pas forcément plus facile, ou enfin, je veux pas rentrer dans ce débat, mais c'est beaucoup plus programmable. Ok. C'est-à-dire que si tu as bien prévu ton chantier, tu pars de zéro, c'est la page blanche en fait. Donc Mhm. tu maîtrises mieux. Alors que la rénovation, il faut prévoir toujours un peu des poches Ouais, comme en tu pars plus, de quoi. l'existant, il y a des imprévus. Parce que ça, à l'école, c'est quoi enfin, quand tu es en école d'archi, est-ce qu'il y a des cours plutôt sur la partie réhabilitation-rénovation enfin, Mhm. il y a des trucs comme ça? Enfin, toi, tu t'es spécialisé plutôt dans la rénovation. Ouais, alors je l'ai pas, enfin, c'était pas si conscient que ça. Ok, En fait, à l'école, tu choisis des studios et puis des studios en licence et des masters, un master pour ton diplôme. ok. Les studios, généralement c'est la moitié de l'année. Mhm. Donc tu as 2 studios au cours d'une année avec des thématiques différentes, des profs qui sont des architectes praticiens ou pas, mais généralement praticiens quand Ok. même. Donc avec des sensibilités différentes dans leur manière d'approcher l'architecture, leur manière de l'enseigner, et puis quand tu transmets, tu vas aussi avec ton expérience, du Mm. coup, pas forcément seulement de ce que tu fais toi, mais ce que tu aimerais pouvoir faire. Ouais, ok. Et moi, j'ai suivi des studios qui étaient très, en même temps concrets et très dans la durabilité. Et de fait, tu tombes dans la rénovation en fait. Mm. Ok. Parce que évidemment, investir l'existant, c'est aussi lutter contre l'étalement urbain, contre l'épuisement des ressources. Enfin, Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé là? et ben, je suis inscrite au tableau et en société parce que j'ai eu un petit temps en micro-entreprise. Ça fait un peu plus de 3 ans. Donc, ces 3 premières années, comment tu les as ressenties Ah, c'est un métier qui est prenant, Mm. qui a plein de facettes, Ouais. où tu découvres, au fur et à mesure où tu avances, tu as différentes claques. Mm. Tu as celle du chantier, après tu as celle du juridique, parce que c'est réglementé, donc Mm. énormément de lois auxquelles tu n'es pas forcément préparé. Tu as la dimension politique, là actuellement, donc sur l'autre volet sur lequel je travaille, la mobilité, aujourd'hui j'ai un gros trou de 3 mois parce qu'on a remporté un appel d'offres en 2024 Mm. et qu'avec le budget qui n'a pas été voté Ça tout de s'est suite, décalé. voilà, on a un retard. Donc ça va avoir lieu, mais en fait, ces 3 mois-là, c'est les 3 mois où l'argent rentre pas, enfin pas celui qu'on avait prévu en Ouais. tout cas, et du coup, voilà quoi, c'est un peu toujours. Difficile. Donc voilà, il y a ce volet-là où moi, c'est la première fois où la politique du pays me touche à ce point-là Mm. personnellement. Ok. C'est intéressant, tu parlais de la partie mobilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est avec ton frère, C'est ça, oui. c'est ça? C'est la société de mon frère qui l'a montée il y a bien 6 ans maintenant, où en fait il développe du mobilier urbain pour développer ou favoriser les mobilités douces ou actives. Ok. Donc le vélo, le covoit, l'autopartage, mais aussi le fait de pouvoir poser ses affaires dans des consignes, de recharger son téléphone. Ok. Donc en fait, c'est toute une gamme de mobilier urbain plus ou moins complet. Mhm. Et alors, c'est pas de la grande architecture, mais ça permet quand même 2 choses pour moi dans mon métier, c'est d'avoir quand même un vrai impact sur le mode de vie. Ouais, carrément. C'est-à-dire que permettre aux gens de se déplacer plus facilement, ça va induire un paquet de choses en fonction du territoire. Ça peut redynamiser un centre-bourg dans une zone un peu en décroissance. Ouais, changer Ça les peut, habitudes. ouais, C'est clair. ouais, ça peut, tu vois, diminuer les bouchons dans des zones urbaines. Il peut y avoir plein de répercussions. Développer des corridors végétales. Enfin voilà, donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, en agence d'archi, de l'expérience que j'ai eue jusqu'ici, il y a quand même des projets rémunérateurs et d'autres moins. Mm.
Ok. La rénovation, c'est pas forcément celui qui est le plus rémunérateur. C'est pour ça que c'est super dur. Ok. Parce que tu as un temps de chantier qui se dilate en le prévoyant très difficilement. Oui, parce que tu dépends aussi des artisans. Et puis les artisans dépendent de ce qu'ils vont trouver en Oui. fait. Parce que tu vois, en rénovation, tu vas avoir toute la première phase par exemple de curage. On va venir enlever la première épaisseur que tu as sur un mur, les quelques épaisseurs de dalles, et puis au fur et à mesure tu découvres, donc au fur et à mesure tu réadaptes. Ouais. Donc voilà, ça, tu vois, ça peut. Et ça, en fait, tu peux pas le chiffrer à ton client. Tu sais pas. Tu peux pas lui dire, on a pris 6 mois de retard, donc ça va coûter 6 mois de plus de suivi de chantier. Enfin, c'est compliqué de faire ça. Bien sûr, ouais. Alors que ce marché-là, c'est un marché de mobilier où justement, du coup, on est plus amené à faire de la série et du volume. Oui, j'imagine que c'est plus simple par rapport à la rénovation. Ouais, c'est différent. Ouais, quoi. c'est différent. Ouais, c'est vraiment différent. Sur la partie chantier, tu en as parlé un petit peu. Un particulier, donc il a un projet de rénovation, il a une baraque, donc là en l'occurrence plus de 150 mètres carrés, disons. Parce qu'un particulier qui a une maison de moins de 150 mètres carrés, il n'est pas dans l'obligation de faire appel à un architecte s'il veut la rénover, non. Rénover, non. Mais il peut le faire. Mais il peut, Ouais, oui. il peut le faire. L'intérêt de faire, de passer par un archi, c'est que tu vas avoir un regard global sur la rénovation de ta maison. Ok. C'est vrai que si tu veux juste, je sais pas, remplacer une fenêtre par une baie vitrée, bon, t'as peut-être pas besoin de faire appel à un archi. Mais si tu veux faire une rénovation énergétique, si tu veux redistribuer les espaces parce que, je sais pas, t'es passé de un couple à 3 enfants, Ok. typiquement, il faut réorganiser le tout. Et en fait, quand t'es pas du milieu ou juste, tu vois, de voir tout en globalité, c'est vraiment le métier d'archi. Ouais, ok. Donc, te dire, ok, les réseaux, ils passent par là, la ventilation, elle passe par là, aujourd'hui, on a tant d'espace à cet endroit-là, on peut les redistribuer de cette manière-là. Enfin, Ok. en fait, c'est vraiment un regard global. Concrètement, ça passe par des rapports que tu vas donner à ton client, ou des plans. Des plans, ouais. Des plans. Ouais. Ok. En fait, là, à l'agence, j'ai 3 missions, on va dire, 3 types de missions. Une mission architecturale qui va être de l'état des lieux au permis de construire. En fait, la construction, elle est encadrée par la loi MOP, qui est une loi qui va diviser par phase l'acte de bâtir. Donc, en conception, tu as plusieurs phases. Tu as l'état des lieux, l'esquisse, l'avant-projet sommaire, l'avant-projet définitif, pour aboutir au permis de construire. D'accord. Ça, c'est une mission architecturale. Ok. Ah oui, ça passe par différents plans. En fait, c'est différents niveaux de plans qui vont te permettre de rentrer vraiment dans la précision jusqu'au permis de construire. D'accord. Et surtout, à ton client de faire des choix. Parce qu'en fait... généralement, ton client, il a une petite idée de ce qu'il veut, mais ou alors il sait très bien ce qu'il veut, ça peut être l'un ou l'autre, mais le fait de commencer à dessiner, là, il y a un processus qui se met en marche, et en fait, il est plus si sûr, ou on va avoir d'autres options, ou tu vois, on va améliorer, on va aller plus loin dans ce qu'il pensait. Donc ça, c'est la mission architecturale. Ok. Après, une mission partielle où tu vas intégrer le dossier de consultation des entreprises. Donc, c'est les pièces graphiques et écrites qui vont permettre de faire des appels d'offres, en fait. C'est-à-dire que tu vas quantifier lot par lot le travail de chacune des entreprises. Donc, tu as là, le lot démolition, le lot maçonnerie, le lot charpente. Et sur chacun de ces lots, donc, tu décris et tu quantifies. Voilà, il y a couverture, tant de mètres carrés, tel matériau, telle mise en œuvre, et tu as le plan qui va avec. D'accord. Et la dernière mission, c'est la mission complète où, après avoir fait les appels d'offres, donc il y a une sélection des entreprises, et puis c'est le suivi de chantier et la réception des travaux. Ok. Et donc on peut te faire intervenir soit sur un volet, soit sur les 3. Voilà. Ok. Comment tu vis ce rôle de lien entre le client et l'artisan et surtout, oui, d'éponge parfois parce qu'il y a beaucoup de soucis qui peuvent se créer? À chaque fois, c'est différent en fait. On va dire de mieux en mieux parce que l'expérience fait que surtout tu sais mettre de la distance. Parce que c'est vrai que t'es quand même bien éponge. Voilà, mon meilleur commercial. Excellent. Lui, il peut en faire craquer. Tu vois, il y a des gens qui vont dire que t'es le chef d'orchestre, d'autres, à d'autres moments, t'es plutôt entre le marteau et l'enclume. En fait, chaque situation est différente parce que tu gères de l'humain. Et donc, l'humain est jamais, vraiment pas une donnée stable.
Et donc, en fait, ce que j'essaye de plus en plus de faire comprendre, c'est que si tu veux, tu vois, encore hier, par exemple, euh, on reçoit le rapport du bureau d'études qui confirme qu'il faut changer toute une toiture. Ok. Donc, je re-rencontre les charpentiers pour faire le point là-dessus et sur la méthode qu'on va définitivement choisir. Et puis le charpentier me dit, bah ouais, c'est ce que je t'avais dit depuis le début. Alors, il me le dit très sympathiquement, hein, pas de problème. Mais ce que dit le rapport du bureau d'études, ouais, je sais, mais moi, je suis aussi d'accord avec ça. Sauf que moi, en face, j'ai un client, Il sa faut maison, du c'est la coup. maison de ses parents. Hmm. Il a tous ses souvenirs d'enfance dedans. Et on peut pas lui dire comme ça de but en blanc, on va arracher toute ta charpente, toute ta couverture. Parce que en plus, il m'a missionné en me disant, t'as vu la belle charpente qu'il y a dans ma maison? Donc, je peux pas en fait. Ouais. Ouais. Donc ouais, il y a il y a plein d'étapes qui sont ultra. En fait, il y a vraiment de l'ordre de l'humain Oui. là-dedans. Et du coup, bah en fait, c'est ce que j'ai répondu au charpentier en disant mais ouais, mais moi je suis d'accord. Mais en fait, il fallait faire digérer tout ça. Oui, il fallait le faire, c'était une étape. Et ouais, voilà. obligatoire. Donc ouais, on va le faire. Moi, je suis rassurée. Le bureau d'études est rassuré. Toi aussi. Et le client, en fait, il va mieux le comprendre comme ça. Oui, carrément. Sur tes chantiers, tu essayes de mettre en avant plutôt certains matériaux par rapport à Que d'autres. Ouais. Ouais. En fait, en rénovation, là, les typologies des bâtiments que j'ai, c'est quand même des bâtiments assez anciens. Mhm. De 1700, 1800. Donc, quand même beaucoup de matériaux naturels. Ok. Soit avant, les anciens, ils construisaient avec ce qu'ils avaient sur le site. Ouais. Donc, soit de la terre, soit de la pierre, du bois sûr. Et en fait, grâce à ça, c'est beaucoup plus facile de faire passer des matériaux naturels, donc on dit géosourcés et biosourcés. Alors que dans le neuf, il faut vraiment que tu sois avec une clientèle qui est convaincue. Parce que c'est difficile de convaincre. Il y a peu d'entreprises, enfin moins d'entreprises qui savent mettre en œuvre ces matériaux. Généralement, ça coûte plus cher. Et puis, l'écologie est devenue politique, en fait. Ouais. T'as pas trop de mal à trouver des artisans justement sur ces matériaux-là, la terre, la paille, la chaux. Ça va. En tout cas, ceux qui ne le sont pas, ils sont OK pour les mettre en œuvre, pour apprendre. Ouais. Et puis, il y a le fait aussi qu'on soit... on a nos locaux qui sont dans le même bâtiment que Cabestan. Cabestan, c'est un réseau d'entrepreneurs dans le bâtiment. Et avec des vraies valeurs de durabilité. Donc, très souvent que je Tu vais fais appel à- puiser chez eux. Tu conseilles dans une réhabilitation, dans une rénovation, d'utiliser des matériaux un peu plus durables, respectueux en fait du bâti. Ouais. C'est ton- En fait, même si on n'est pas écolo, Mm. même si on est très à droite, Ouais. je dis ça parce qu'en fait, l'écologie est vraiment aujourd'hui symbole plutôt d'une politique de gauche, alors qu'en fait, rien à voir, quoi. Ça fait partie d'un des buts finaux, qui est le confort atteint une fois que ton chantier est fini. C'est-à-dire que, tu vois, moi, aujourd'hui, je vais intervenir pour des extensions. Des fois, les extensions, elles font 15 mètres carrés. 15 mètres carrés d'extension, le prix au mètre carré, tu fais le ratio, ça fait un peu crier. Ouais. Mais il ne faut pas juste regarder les mètres carrés que tu as construits, il faut regarder le confort global que ça t'a amené. Ok. Et en fait, tu peux, on va prendre l'exemple, tu vois, d'une boîte, d'une pièce que tu as rénovée, aspect identique, hein, matériaux écolo et matériaux pas écolo. Ouais. Quoi. Donc une pièce isolée avec du polystyrène, un placo, de la peinture au pétrole, un carrelage imitation parquet, une lumière très blanche, un radiateur électrique. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre ? Et à côté, tu as le même rendu avec un parquet bois massif, une isolation en chanvre, laine de bois, ouate de cellulose, coton, tous ces matériaux de la rénovation en isolant, un chauffage soit en poêle de masse par exemple, tu vois, avec une inertie qui diffuse la chaleur. T'as la même image, tu vois la même chose, mais tu ressens pas du tout la même chose. Ok. Vraiment, c'est quand tu rentres dans une maison qui a été faite avec des matériaux durables,
tu as un ressenti qui est, que tu n'inventes pas, quoi, en fait. Oui, la maison est hyper saine, Mm. même dans la respirabilité. C'est ça, ouais. C'est vrai que notre artisan en stage, donc souvent dans nos stages d'isolation, on fait en chaux-chanvre ou en enduit à la chaux ou en terre. Et oui, c'est exactement ce qu'il tu disais, quoi. Quand tu rentres dans la maison, tu n'as pas du tout le même ressenti que dans une autre. Non. Et c'est vrai que c'est une. Et c'est vrai que ça rejoint complètement le métier d'architecte, c'est d'avoir une cohérence dans le bâti, c'est-à-dire si on met des pierres, si on a des pierres dans nos fondations, dans nos murs, ça n'a aucune cohérence de venir les étouffer avec des matériaux qui n'ont rien à faire là. Exactement. Et il faut réfléchir sa rénovation dans une cohérence globale, quoi. Mhm. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a besoin d'avoir des professionnels qui savent que tel matériau est cohérent avec Ouais. tel matériau. C'est bien effectivement de se renseigner et de faire intervenir des pros ou de venir apprendre. Bah, quand il on peut faut, le faire. parce que tu peux même faire de gros dégâts, en fait, hein. Là, Ouais. tu parles de la pierre. Typiquement, la pierre, si tu viens sur un mur en pierre, tu viens isoler avec un polyuréthane expansé, Ouais. tu vas enfermer, et puis de l'autre côté, un enduit à l'extérieur, un enduit ciment. Tu vas enfermer, tu vas rendre étanche ton mur. Tu as l'eau qui va rester à Ouais. l'intérieur et qui va Ça créer va des moisir, pathologies ouais. terribles avec le temps, en fait. Ouais. Et encore, bon, la pierre, c'est peut-être pas la pire situation, mais tu fais ça sur un mur en torchis ou sur un mur en terre. Mhm. Si tu as des planchers bois, tu vois, par exemple, on prend un mur en terre. Tu viens l'étanchéifier des deux côtés. Ouais. L'eau, qui est à l'intérieur, donc elle va remonter des fondations dans ton mur. L'eau, tant qu'elle n'a pas trouvé où passer, elle continue, hein. Ouais. Et elle va arriver jusqu'au ton plancher bois, elle va rentrer dans ton bois, et là, ton bois, elle va le pourrir petit à petit, tu as les champignons qui vont se développer, et un jour, ta structure, elle va être atteinte, Ok. et potentiellement, tu vas avoir des vrais dégâts structurels. Ok, ouais. Donc non, il y a des vrais... Toi, tu le vois du coup dans des projets de Ouais. réno où tu enlèves, tu dégarnis Ouais. peut-être et tu Ouais, mets ouais. Ok. Le curage, c'est une vraie étape de la rénovation où tu vas venir justement décrouter tous les enduits ciment. Parce qu'en fait, des fois, tu arrives dans des fermes qui sont dans le Trièves, tu vas arriver dans des fermes qui sont complètement voûtées et elles sont enduites de ciment. Tu as l'impression que c'est assez sain. En fait, le ciment, il recouvre tout, donc finalement, t'en sais On voit rien. pas, ouais. Tu décroutes ça et en fait, c'est tout moisi en dessous. Ok. Ou tu vois, t'as pas les anciennes constructions, tu as très peu de fondations. Tu as des murs très épais, mais tu as peu de fondations. Ah, il va nous reprendre la porte. On a des approches qui sont assez multiples pour gérer l'eau dans le bâtiment ancien, parce que tu as la remontée capillaire et qui est très amplifiée justement par tous ces enduits qui vont venir tout couvrir et tout étanchéifier. Et donc, il faut y aller vraiment par plein de petites étapes. Tu vois, par exemple, on va venir enlever l'enduit extérieur, revenir faire un enduit à la chaux par-dessus pour que ça respire. En pied de bâtiment, on va venir creuser le long du mur pour venir faire un drainage. Donc, on va mettre différents grains pour que l'eau puisse s'infiltrer sans aller directement contre le mur et du coup remonter dans le mur. Ok. Tu t'isoles aussi, mais t'isoles avec des isolants qu'on dit fibreux pour qu'en fait on ait... tu vois, à l'intérieur du bâtiment, l'eau est à l'état de vapeur et elle va migrer vers l'extérieur. Et pour éviter de faire condensation à l'intérieur du mur, il faut qu'il y ait une continuité entre ton isolant et ta maçonnerie. Donc, si tu as de la terre, il faut que tu aies de la laine de bois, par exemple, pour que la vapeur d'eau continue et se transforme à l'état liquide une fois dehors. Ok. Donc, ne s'enferme pas à l'intérieur du mur. Ok. Ça, c'est vachement concret. Et donc, toi, quand tu t'occupes de tout ça, tu es sur chantier. Donc, quand tu fais de la conduite, ça fait partie de tes différentes missions, mais tu fais donc de la conduite de chantier où tu vas sur le terrain. Et là, tu dois gérer des artisans, des artisanes. Est-ce que, en tant que femme, justement, sur un chantier, ou en dehors d'ailleurs, mais le métier d'architecte en tant que femme, c'est quelque chose comment tu le gères? Est-ce que ça se passe bien? C'est une vraie question. Voilà. On pourrait faire tout un podcast là-dessus.
Ma réponse, elle évolue avec le temps. Aujourd'hui, je vais te répondre oui, ça va. La première année, j'ai pris vraiment des grosses claques, voire eu peur. Ok. Euh, Parce que par rapport à ce que tes comportements que tu peux avoir, ouais, des discours. ouais. Bah, c'est-à-dire que je pense qu'il y a forcément ce que tu renvoies, donc quand tu as plus d'expérience, bah, t'es plus T'es plus ancré, à tu sais un l'aise. peu plus ce que tu dis, puis je pense que tu transpires moins le stress, tu vois. Et ça, en fait, quand en face, ils s'en rendent compte, c'est une brèche dans laquelle ils s'engouffrent terrible, quoi. Ok. Et donc, ouais, la première année, ça a été vachement dur. Et aujourd'hui, bah, ça va parce que déjà, je revois quand même beaucoup des artisans Ils te connaissent. de chantier en Ouais. chantier, bah, y a une forme de reconnaissance dans le travail de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que aujourd'hui, ils ont conscience que vraiment j'ai une plus-value dans leur travail. Moi, j'ai même des artisans aujourd'hui qui imposent à leurs clients de passer par moi, alors, ou par un archi en tout cas, pour avoir des plans, parce qu'ils Ok. veulent plus faire sans plan. Donc voilà. Mais globalement, quand même se dire qu'il faut que j'en sache plus, enfin 2 fois plus qu'un confrère, quoi. Enfin, Ouais. on est quand même... Mais bon, je pense comme dans n'importe quel milieu. Mais c'est vrai que tous les jours, à part au bureau où on est deux, où il y a une alternante qui est avec moi au bureau, je suis exclusivement avec des hommes. Ok. Oui, j'allais te demander, oui, là, sur chantier, enfin, t'as peu d'artisanes, enfin, t'as peu de femmes. Jamais, Jamais. Ok. jamais, Ok. jamais. Ça m'est jamais arrivé. Bah nous, ouais, on en a une effectivement dans notre réseau, Umaima, qui est super et qui Mm. fait de l'animation stage, mais c'est vrai que c'est super rare. Et ouais, donc tu es dans un milieu complètement masculin et évidemment, bon, effectivement comme dans d'autres métiers, mais c'est vrai que dans le bâtiment, c'est Mhm. particulièrement plus fermé aussi d'une certaine manière. En fait, tu vois, dans la notion de... Tu dois en savoir 2 fois plus qu'un confrère. Hmm. euh, c'est qu'on t'attend au tournant, en fait, si tu veux. Comme t'es la seule Mais femme t'as pas là, le droit tu à vois, l'erreur, t'as ouais. pas le droit à l'erreur. Mais si tu veux, de plus en plus, j'ai quand même l'impression que finalement, le fait d'être la seule femme sur le chantier, je suis la seule qui a pas besoin de rentrer dans ce rapport de force Hmm. qui est assez démentiel sur un chantier où en fait... bah ouais, c'est un peu... oui, c'est en Ouais, trois, mais c'est... qui a la plus lourde, et quoi. voilà, et on Hmm. porte des trucs, et tu vois, bon. Et en fait, moi, du coup, ben, facilement, j'ai pas besoin de faire partie de ça. Et tu vois, de temps en temps, j'ai des clients, donc les hommes, hein, pas les femmes, hein, les clients, qui me disent, mais au moment où on va passer au chantier, ouais, les entreprises, faut être ferme, hein, je dis ça, il va falloir être ferme. Tu sens qu'ils Et commencent à ils ont de s'inquiéter un peu, tu vois. l'appréhension, ok. Parce qu'il va y avoir Ouais, 10 c'est vrai que c'est... entreprises, donc potentiellement, en fait, il va falloir mener des réunions avec 10 gars en face de toi. Et de leur dire, mais en fait, justement, moi, enfin, jouer au mec, c'est pire qu'autre chose, quoi. Ok. Donc non, je crois qu'il faut juste savoir mettre enfin, le bon ton. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais... et en fait, quand ça dérape, déjà, j'ai des contrats qui sont ficelés de chez Hmm. Ficelé maintenant. Donc, si ça dérape, tu dégages. Hmm. Voilà, et j'ai un contrat qui permet de le faire. Donc, quand tu es en face à face, ben, tu mets à distance, très bien, monsieur, on va en rester là. Vous voulez pas en rester là, la réunion est terminée. Vous voulez pas partir, c'est moi qui m'en vais. Ok. Et voilà. Et Hmm. en fait, parce que c'est à toi que ça fait mal plus qu'autre Bah chose. oui, Hein. oui, t'es obligé de te protéger d'une certaine manière, Voilà, et c'est c'est pas, ça. c'est pas normal. Et c'est le costume de plume de canard en fait. Tu vois, donc je vois dans ma tête, je suis plume de canard, plume de canard, plume de Ouais. canard. Pour que ça te coule dessus parce que en fait, tu peux trouver la meilleure punchline à la pire réflexion. Elle t'aura, si tu t'es pas protégé toi, en fait, elle t'aura fait mal même Ouais. si t'as su répondre. Hmm. Donc le tout, c'est surtout de savoir Se protéger se et de se protéger puis détacher, de se j'imagine. détacher. Ouais. Ok. C'est vraiment le dernier truc que j'ai appris qui reste. Hmm. Parce que pendant longtemps, je disais, ouais, dans cette situation, je pourrais dire cette phrase, Ouais. je pourrais dire cette phrase. Et puis en fait, quand tu prends un ma chérie en pleine réunion de chantier, tu peux répondre de la meilleure manière du monde. Tu vas pas endormir pendant un moment. Hmm, hmm.
Mais l'air de rien, bah, bravo en tout cas, parce que c'est quand même. Enfin, on ne devrait pas avoir à dire bravo, mais clairement, la situation, elle est ce qu'elle est. Tu dis, il n'y a aucune femme sur le chantier. Il y en a de plus en plus, mais moi, ma petite Hmm. échelle là, Ouais, ouais, d'expérience, ouais. Il y en j'ai a. pas encore vu de charpentière, Hmm. d'électricienne. Alors, j'en connais une dans notre milieu, mais Ouais, pour le moment, sur le chantier, j'ai pas encore croisé de femme, ouais, vraiment, quoi. ouais. Ouais. Et heureusement que tu es là pour ouvrir la voie aussi. Ah, il y a plein. Féminiser un peu le Alors, en chantier. architecture, par contre, il y Ouais, a beaucoup, beaucoup de j'imagine, femmes. ouais, en archi, Beaucoup ouais. de femmes. Ce qui est marrant d'ailleurs. Mm. Mais après, le terrain, oui. Et puis, c'est de toute façon un milieu fermé masculin. Et j'imagine que, bon, comme tout, on l'ouvre difficilement. Mm. Parce que plus il y a d'hommes, et moins tu as envie de. Bah, parce que c'est dur au quotidien, en fait. Mm. Quand tu prends des réflexions tout le temps, et Bah que... ouais, c'est clair. Enfin, Mm, t'es pas mm, venu mm. là pour souffrir, quoi. Bah oui, Tu oui. vois, Et, donc voilà, c'est après aussi ton confort de tous les jours, du pourquoi tu fais ça. C'est pas un milieu, mm, enfin, tu fais pas ça pour l'argent, mm, donc mm, à un moment donné, tu te poses un peu la question de pourquoi tu le fais. mm. Et c'est vrai que, donc voilà, ça je te dis, la question, enfin la réponse à cette question, elle évolue. Moi, j'en suis là. Il y en a qui en sont peut-être plus loin, Mm. et qui ont d'autres réponses, quoi. Ouais. Là, c'est la mienne. Et à l'école, il y avait donc des intervenants, tu disais que c'était plutôt des archis, en tout cas des personnes sur le terrain. Donc Mhm. vous aviez des intervenantes aussi, j'imagine. Mhm. Est-ce qu'elles vous ont fait remonter, par exemple, ce type, enfin ces difficultés quand même Non. Non, ça c'est Non, non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Et je pense que c'est même le principal problème ouais. parce que, en fait, si on te l'a dit, c'est pas du tout pareil, quoi. Oui, oui, T'es tu préparé, t'écoutes. et puis surtout, tu te remets pas en question. Mm. Parce que. Parce qu'en fait, quand personne t'a prévenu de tout ça, enfin, tu vois, t'as toutes ces strates-là, ben, tu le prends pour toi, Mm, tu te mm. dis que c'est toi qui est mauvaise, donc tu perds ta confiance en toi, déjà que tu as énormément de choses en tête, enfin, je veux dire, quand tu as tous les corps de métier en tête, et qu'en plus de ça, tu dois gérer, voilà, mon petit chat, un truc comme ça, t'es paralysé, hein, enfin, donc ouais, juste en fait, le fait de dire, ok, les filles, ou même les gars en fait, hein, peu importe, mais ça va vous arriver, et c'est pas grave en fait, c'est pas de votre faute. Enfin, juste protéger, enfin, faut s'en protéger. Apprenez à rédiger vos contrats pour que justement vous arriviez à vous détacher de ce genre de personnage. Et voilà quoi. Enfin, il y a Ouais. une petite vidéo d'Alexandre Astier qui dit Je ne bosse plus du tout avec des connards. moi c'est ça aussi, tu vois. Ouais, je comprends. Et t'as raison, ouais, bah, il faut se protéger. Enfin, si tu veux tenir dans la durée, il faut carrément se protéger. Ouais. Et toi, tu interviens à l'école de temps en temps? À Ouais. l'école d'archi? Ouais, en première année, je fais du suivi de projet en première année sur un semestre. Ok. C'est pas forcément là où je vais le plus en parler parce qu'en Oui, fait, oui. en première année, en suivi de projet, on est vraiment sur les prémices Bien sûr. de la conception. Mais tu vois, par contre, là, j'ai des stagiaires à l'agence ou une alternante qui est là pour 2 ans. Mais ça, j'en parle, tu vois. Ok. J'en parle de ces anecdotes. Simplement pour leur dire que c'est pas un drame et que le monde est comme ça et que faut pas s'en révolter parce que tu changeras pas les gens Mm. et surtout faut pas se faire un ulcère, quoi. Mm. Donc enfin rester avec votre haine et tout ça, mais moi le matin pas. C'est vrai que souvent, quand on se fait engueuler, enfin, soit il y a un vrai problème, soit que les gens aussi, ils ont un mal-être. Enfin, il y a plein de choses qui créent des comportements pas du tout. Mais le chantier, c'est vraiment primaire, hein. Enfin, si tu vois, quand t'arrives, il y a 10 hommes en face de toi, t'as le maçon qui fait 100 kilos. Enfin, en fait, t'as un truc qui est un petit peu impressionnant, mais juste... Enfin, en fait, il va potentiellement rien m'arriver de grave. Et si ça se passe mal, ça se passe mal, écoute. Enfin, je veux dire... je ferai une résiliation. Voilà, en fait, c'est que si tu veux, tu te montes tes outils pour faire en sorte que ça reste ton job. Ouais. Donc c'est pas croiser un groupe de mecs au fond d'une ruelle, tu vois, enfin
C'est gérable, quoi, tu vois, mais ça prend un petit temps. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que si on avait été un peu préparé à l'école, ça aurait été cool. Mais l'école, moi, j'ai vécu MeToo à l'école. Et tu vois, j'ai vu une vraie différence au moment où ça s'est passé. Ok. Bon, est-ce qu'on était prêt à en parler à l'école? Je sais pas. T'avais des profs aussi qui étaient très très misogynes. Ouais. Bon, enfin voilà, tu vois, enfin les mentalités évoluent et donc ouais, aujourd'hui c'est peut-être plus facile pour moi d'en parler à mon alternante que mes profs à l'époque. Ouais. C'est génial de sensibiliser et puis d'en parler aussi voilà, à la génération qui va suivre et qu'elle soit plus préparée que toi parce que toi tu l'as vécu difficilement parce que personne n'en parlait. Et elle sera peut-être mieux préparée à ça. En tout cas, je l'espère. Moi, j'en doute pas parce qu'elle est avec toi pendant 2 ans. Pour revenir un petit peu plus sur la partie construction, à l'école d'architecture, enfin, dans ta filière, j'imagine, ce que tu disais aussi tout à l'heure, mais on vous a sensibilisé donc, sur toute la partie rénovation et plutôt durable. Est-ce que on vous parle par exemple du changement climatique et de comment le bâtiment va devoir s'adapter par rapport à ça? Oui. Oui. En fait, vraiment, l'architecture, c'est le reflet des sociétés, c'est la représentation des cultures, en fait, tu vois vraiment l'étude des civilisations à travers l'architecture dans le temps. Euh, donc oui, évidemment, on en parle. Après, ben voilà, après, ça dépend des avis qu'on a, donc on en parle avec avec un certain axe. Mais c'est sûr qu'en tout cas, il y a un impact. Tu vois, la crise climatique a un vrai impact sur l'architecture. On commence à le constater, on le constatera encore plus tard. Tu vois, par exemple, milieu 19e, il y a le mouvement hygiéniste de l'architecture. Donc, c'est Haussmann, c'est les grands boulevards parisiens où on vient faire des percées, des grands axes pour acheminer les marchandises, pour gérer les flux humains, pour faire rentrer la lumière dans les logements, pour ventiler. Et en fait, tout ça, c'est une réponse à une misère urbaine qui s'est mise en place avec l'ère industrielle. Voilà. Donc, c'est une réponse à une situation qui ne convient pas. Une Aujourd'hui. situation sociale finalement qui se transparaît dans l'architecture. Ouais. C'est ça. Ok. Et donc il faut un temps, tu vois, enfin je veux dire, justement, avant qu'on vienne créer tous les boulevards et l'architecture haussmannienne, ben il y a des années de misère et d'entassement urbain et tu vois, et de saleté, Donc c'est une réponse à ça. Aujourd'hui, on est enfin dans le constat du changement climatique. Donc on a une réponse en architecture climatique. Maintenant, cette réponse, elle est multiple. C'est-à-dire que, tu vois, les villes constituent des vrais îlots de chaleur. La réponse, elle peut être, je mets la clim. Ou elle peut être, je démarche sur la revégétalisation des villes, les points d'eau, la couleur des toitures, l'isolation des bâtiments, enfin voilà. Oui, il y a 2 manières d'aborder le problème, quoi. Parce que j'écoutais une émission sur la montée des eaux et il disait que Singapour allait être la ville la plus touchée, la plus rapidement touchée, elle l'est déjà, par la montée des eaux. Et il parlait notamment que la Chine, ils avaient développé des matériaux qui absorbaient l'eau, donc des matériaux dans la construction urbaine qui absorbaient l'eau. Est-ce que justement vous étudiez parfois les nouveaux matériaux qui se créent à travers le monde pour les intégrer ou les proposer aux clients ou c'est en général assez... Ouais, si. Après, le matériau, si tu veux, c'est pas à l'échelle d'un... C'est-à-dire que t'as plein de fournisseurs qui vont se mettre à développer, tu vois, là, toute la branche verte s'est mise à développer le béton vert, l'isolant recyclé. Après, tu vois, t'as un curseur sur l'échelle du greenwashing. Et là, c'est un peu ton avis puis ta culture, Est-ce que la réponse à la montée des eaux, c'est de faire des maisons flottantes? Je suis pas sûre. Et en même temps, de toute façon, on a du mal à avoir une vision globale et une gestion du problème global. Puis là, les États-Unis vont pas nous aider. Donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir en tête que des flux migratoires, il va y en avoir.
Et donc Ouais, là, ça, la c'est- réponse, elle va être sociale, elle va être... Ouais. Je sais pas. Et du coup, ton métier d'architecte, tu le vois évoluer dans le temps. Tu penses qu'il va évoluer justement, alors avec ces crises, bon, climatiques aussi, mais géopolitiques du coup, vu qu'on a vu que ça, Ouais. social. Enfin, tu penses que ton métier va évoluer? Bah, évidemment, oui. Enfin, avec, quoi. C'est, tu vois, peut-être que tu as une notion d'architecture de l'urgence un peu plus Ah constante. oui, ok. Euh, Mais oui, forcément, en tout cas, tu vois, les mises en œuvre, les méthodes de mise en œuvre, on va s'adapter de plus en plus aux inondations, à la montée des eaux, au rez-de-chaussée immergeable ou pas. Enfin, tu Mhm. vois. Donc oui, après, c'est plutôt des, tu vois, des dispositifs qu'on va adapter. Le métier, c'est un peu une constante adaptation, hein, ben ouais, après, ça va dépendre un peu le parti pris que... Mais oui, enfin, nous, on ira là-dedans, en tout cas, Mhm. de savoir s'adapter à une situation qui, de toute façon, ne tend pas vers quelque chose d'ultra joyeux, quoi. Mhm. En tout cas, avec enfin, toi, la manière dont tu abordes le métier, aujourd'hui, tu as cette volonté de rénover et de repartir de l'existant Mm. pour rendre ça plus habitable, plus durable. Pourquoi tu t'es spécialisé dans la rénovation des bâtiments? Alors, pour l'évidence écologique, hein, de pas s'étendre, de pas épuiser les ressources, mais aussi parce que l'espace vacant en France, c'est délirant. Ah oui, Il y a, en 2021, on est à 3,1 millions de logements vacants. ok. Et Ouais, quand même. ça a un impact sur l'accès au logement, Mm. tu vois, ça va avoir un impact sur le temps de trajet entre ton travail et ton logement, Mm. parce que du coup, il faut toujours partir un peu plus loin pour trouver des logements qui sont disponibles. Est-ce que tu as une anecdote un peu rigolote à nous raconter que tu as pu rencontrer sur chantier? Rigolote, ouais. La gestion du caca sur chantier. Ça, c'est un truc aussi que je ne pensais pas devoir gérer. C'est-à-dire, quand tu mets un chantier en place, tu dois programmer une base vie. Ok. Donc, il doit y avoir toilette, de quoi se restaurer, enfin, tu vois, un micro-ondes, une Mm, machine à mm, mm. café. Et sur un chantier que j'ai eu il y a un an, un jour, donc c'est un chantier, bon, le profil c'est résidence dans un quartier très bourgeois, bâtiment classé pour rénovation d'un appartement. Ok. Et j'ai la présidente du syndic. Donc le bâtiment est dans une immense copropriété avec des arbres centenaires immenses. Enfin, tu imagines la population est plutôt assez âgée. Donc potentiellement assez à sa fenêtre ou à promener son chien. Et j'ai la présidente du syndic qui m'appelle en me disant mais Madame Renaud, il y a votre entreprise, mon entreprise, oui, il y a un des ouvriers qui a déféqué derrière l'arbre devant tout le monde. Et bon, bah voilà, mais là, tu te dis, mais d'accord. Bah, je vais leur dire de pas le faire. Ah, excellent. Et après, t'as la cliente, et après, enfin, tu vois, ça fait boule Ah de ouais. neige, quoi. Ouais, mais bah oui, quand tu fais de la réhabilitation, il y a pas toujours les toilettes qui sont opérationnelles. Du coup, tu fais comment? Et ben, tu vas installer un toilette Ouais, extérieure, tu vois, ok. les toilettes de chantier que tu peux voir, Ouais. moi, tu sais, c'est des Ah petites ouais, toilettes ok. chimiques, donc t'es obligé de mettre ça en place, quoi. Ok. Mais, et pour te dire le genre d'histoire que tu peux être amené à gérer, quoi. Excellent. Oui, c'est sûr qu'on va pas te préparer à ça, ouais, c'est Non! clair. Pourquoi les particuliers qui réhabilitent ou qui veulent construire, ils devraient faire appel à un architecte? Pour dépenser moins. Oui, c'est vrai que de prime abord, on a l'impression de faire appel à un architecte, ça va Ouais. coûter une blinde. Non, En fait, non. Ok. En fait, non, ben, pour plusieurs raisons. C'est que bah, par rapport à un maître d'œuvre, un constructeur, enfin toute personne qui va gérer du bâtiment qui n'est pas architecte, on a l'interdiction d'avoir des liens d'intérêt avec les entreprises. Ok. Donc la personne qui fait appel à un architecte, elle est assurée qu'il n'y a pas de retour sur commission Hmm. avec les entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on peut le dire parce que c'est une réalité.
Euh, Souvent, un maître d'œuvre, il va t'orienter vers des boîtes qu'il connaît, voire la boîte générale dans laquelle il fait partie. Et puis, il va te dire, non, non, mais la conception, c'est pas cher, faut pas vous passer par un architecte, tu vas vous faire payer une blinde. Donc, en conception, il va pas faire payer grand-chose. Mais déjà, parce que aussi, c'est plutôt de la maison catalogue qu'il va proposer. Donc, les plans, il les réinvente pas tous les jours. Et puis aussi parce qu'en fait, derrière, il va placer ses gars et que derrière, il a des petits retours, tu vois, sur le fait qu'il a placé telle ou telle entreprise. Un architecte, il applique un pourcentage sur le montant de travaux qui reste compétitif en fait, hein, parce que du coup, on essaye un peu de tous s'aligner pour rester correct et en même temps gagner sa vie. Là où en fait il n'y a aucune règle pour les maîtres d'œuvre et surtout c'est pas vérifiable quoi. Ok. Donc pour cette raison-là, c'est sûr que c'est moins cher. Et puis un architecte, il va vous permettre aussi de pas dépenser tous les problèmes que vous pouvez avoir si vous n'avez pas de coordinateur, si vous n'avez pas de concepteur global, donc toutes ces charges-là, vous les voyez pas à la fin. Mais en fait, si vous avez été seul, un chantier, ça peut être dramatique hein, aussi. Et puis, une impartialité quand on fait le suivi de chantier, c'est-à-dire que s'il y a une tâche supplémentaire à faire, l'architecte, il est impartial sur le fait de dire on va la faire. Okay. Alors que quelqu'un qui a des intérêts avec l'entreprise, il peut plus facilement faire passer une facture en plus. Et quand le client est novice complètement, ça, il s'en rend pas compte. Okay. Donc, je dis pas que tous les gens qui s'appellent maîtres d'œuvre ou constructeurs sont des escrocs, c'est pas ce que je veux dire. C'est que les archis, ils ont un devoir et une obligation d'impartialité et de détachement des entreprises qui fait que l'honnêteté est un peu plus évidente. Oui, et puis le client s'y retrouve à la fin et il a eu raison de le faire. Ouais, dans l'imaginaire collectif, un architecte, ça coûte super cher. Okay. Alors que en fait non, c'est juste qu'on va te présenter les honoraires de manière différente, souvent de manière bien plus transparente. Du coup, t'as l'impression que c'est plus cher, mais non en fait. Enfin, c'est pour tout ce que tu vas entreprendre. Et puis tu vas avoir aussi une notion de conception qui a une plus-value bien plus importante qu'un constructeur ou qu'un maître d'œuvre, parce qu'en fait, tu vas prendre en compte l'environnement, les qualités d'usage, le sol, que le maître d'œuvre ne fait pas rentrer en compte. Et tu disais honoraire, comment ça fonctionne quand tu fais appel à un architecte? Tu vas faire un devis sur le global et toi, tu vas prendre un pourcentage sur le devis global? Ça dépend de la mission. Sur la mission architecturale, donc où tu vas jusqu'au permis de construire, je fais autant passer. D'accord. Mais chacun est libre de faire ses honoraires comme il a envie de les faire. Le temps passé, c'est quelque chose d'assez nouveau, je pense. Okay. Par contre, une fois que tu as établi le montant de travaux, là, ça paraît plus pertinent de mettre un pourcentage sur le montant de travaux. C'est-à-dire que quand je suis en mission complète, je scinde mon tableau d'honoraires en deux. Une partie au temps passé, jusqu'au permis. Okay. À la phase de permis, j'ai une phase de chiffrage. Ouais. Donc, si on avait dit qu'on était parti sur 500 000 de budget au départ et que finalement, on arrive au moment du permis de construire et on est à 1 million, forcément, tes honoraires derrière, ils vont varier. Enfin, tu vois, tu peux pas rester sur ce que tu avais prévu au départ. Donc, le temps passé, celui-là, il est fixe. Mais une fois que tu connais le montant de travaux, tu dis, voilà, je vais prendre tel pourcentage sur ce montant de travaux qu'on vient de calculer, sur lequel on est d'accord. Okay. Parce qu'en fait, plus le budget est haut, et plus tu as des tâches à décrire, à dessiner, et des acteurs à coordonner, et de temps de travaux, donc de réunions de chantier. C'est pour ça que c'est plutôt en fonction du montant de travaux. Ok. Et ça n'a pas été trop dur pour la partie fixe de te budgétiser, enfin de dire mon temps il vaut tant? Si. Ouais, ça doit pas être ça. Puis surtout, ton temps, comment tu calcules ton temps en fait? Parce que quand tu conçois, c'est difficile de dire, je sais pas, pour un plan, je vais mettre 2 heures. En fait, le plan, il peut te demander d'aller vérifier l'état du sol, quelle strate t'as. Tu vois, tu vas avoir des zones
où les terres sont polluées. Bon, Mhm. par exemple, c'est quoi les polluants? Quels impacts ils ont? Quels Mhm. matériaux je vais devoir mettre? Alors que s'il l'est pas, bon, à cet endroit-là, tu iras plus vite. Ouais. Ou le fait juste d'avoir besoin d'inspiration, d'aller sur site, d'y passer du temps, de prendre du recul dessus, tu vois, et tout ça, en fait, pareil, c'est pas quantifiable, quoi. C'est complexe, hein, il y a tellement de Ouais. choses qui rentrent en Ouais, compte que ouais. c'est fou, quoi. Ouais, j'avais un prof qui me disait vous emmerdez pas, vous serez bon à 60 ans. Ouais, encore, ça va. Et encore. On a appris plein de trucs, c'était Ouais. génial. Si le nom de ta société, C'est Studio Low Architecture, LOH. LOH. Ok. Et donc, c'est Studio Low Architecture pour l'architecture et Atelier Low Design et Matière pour l'atelier de menuiserie. On vous mettra le lien du site en description pour que vous alliez jeter un œil. Si le sujet vous intéresse, on propose plein de stages pour s'initier, découvrir, se lancer dans des matériaux qu'on peut mettre en œuvre pour réhabiliter du bâti ancien, donc de la chaux, du chaud-chambre, de la terre, etc. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur notre site internet fabrica.fr. On vous mettra les liens en description. Louise, un grand merci d'être venue, d'avoir échangé et de nous avoir partagé plus sur ta vie, sur ton métier. Santé! Santé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel apéro réno. Ouais! Terminé, merci, bravo.